Bonjour et bienvenue pour ce nouvel épisode de Probablement. Aujourd'hui, j'accueille Miro Janvier qui est morte de rire. Je sais pas comment ça va partir, mais salut Miro, comment ça va? Je pensais pas que tu allais commencer maintenant. Je suis encore en train de manger mes petits bonbons. En tout cas, tu m'as invité dans un endroit super. Ouais, on est direct du Palais de la Découverte, Mhm. dans le planétarium, on peut le dire, de toute façon il n'y a pas d'image, mais c'est pas vrai. On est sous un ciel étoilé. Ok, il fait C'est dans le mauvais ciel et dehors. tout, ouais. Donc Mio est astronome adjointe à Mhm. Paris Sud. Ouais, à l'Institut d'astrophysique spatiale. Ouais. Mhm. Ouais, est-ce que tu peux juste te présenter globalement ton parcours, comment t'en es arrivé là? En combien de minutes? Alors, comment je suis arrivée là? Euh, je commence par où est-ce que c'est très vague. Bah, comme tu le sens, Donc, tu j'ai peux. fait après le bac, peut-être. Ouais, bah, Ouais. comme tu le sens, là, je pense Euh, que c'est intéressant. Donc, j'ai fait un bac S. Et après le bac, je suis partie, j'ai fait des études en maths sup, maths spé. Et donc, bah, pour la petite histoire, je voulais toujours faire de l'astro. Ouais, Sauf que, en fait, quand j'ai intégré une école d'ingénieur, bah, je m'intéressais plus à la physique des particules. ok. Et c'est un peu par concours de circonstances où je me suis retrouvée à faire un master en physique nucléaire Ouais, et en ingénierie nucléaire. ouais, Donc puisque c'était une école d'ingé, j'étais plus, dans la branche, ingénierie nucléaire, ouais, plus qu'autre chose. On avait quand même des cours de physique nucléaire qui étaient vraiment sympas. Et en option, il y avait un cours de physique des plasmas. ouais. Donc peut-être que je peux expliquer, ce que sont les plasmas. Ouais, vas-y, explique. C'est quoi un plasma? C'est quoi un plasma? Donc un plasma, c'est, un état de la matière où, le gaz est tellement chaud que, les atomes ont perdu, des électrons. Donc en fait, c'est un gaz qui est complètement ionisé. Ouais, Donc au lieu de trouver la matière sous la forme soit, solide, liquide ou gazeux comme on rencontre dans la vie de tous les jours, un plasma, c'est des conditions de température et de pression tellement extrêmes comme à l'intérieur des étoiles, que les gaz, sont complètement ionisés. ouais, Et ce que j'ai trouvé ça vraiment, chouette parce que, on avait fait des travaux pratiques. Alors c'était plutôt de la simulation numérique à l'époque, où on alliait les équations de Maxwell, donc les équations de l'électromagnétisme, avec, les équations d'un fluide. Donc comment est-ce qu'un fluide se comporte en présence d'un champ magnétique et et toi, t'as électrique. trouvé ça Et super moi j'ai cool. trouvé ça génial. Alors que, ouais, c'est des équations assez horribles pour ceux qui. Hem, Moi je trouve que les équations de Maxwell sont tout à fait fascinantes. Et en plus, elles sont vraiment, enfin, je trouve qu'elles marquent aussi le changement entre, la physique jusqu'au 19e siècle et le démarrage, on va dire, du 20e siècle, avec la compréhension de, bah, par exemple, de la finitude de la vitesse de la lumière, et Ouais, qui va amener Einstein à la relativité restreinte, et cetera. Donc je trouve que c'est des équations qui sont très élégantes, et en même temps, bah, il y avait cet aspect fluide où, bah, les fluides, c'est un peu la vie de tous les jours, mais dont le mouvement peut être complètement modifié par ces champs magnétiques et électriques. ouais. Et l'agencement des 2, pour moi, j'ai trouvé ça, ouais, je sais pas, ça m'a parlé. T'as trouvé ça beau. Je trouvais ça beau. Euh, Parce que les équations de la mécanique des fluides, donc les équations de Navier-Stokes, Exactement, ouais. enfin, c'est un problème très connu des mathématiques. C'est un des 7 problèmes du millénaire de savoir comprendre cette équation. Mmh mh. Même l'énoncé est assez flou, je vois. C'est vraiment un Mmh. truc de vouloir comprendre cette équation. On sait pas trop ce qu'on va comprendre. Ouais, ouais. Et toi, ça te suffit pas. Il faut quand même rajouter en plus ces équations de Maxwell dessus, quoi. Ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rendais pas compte à quel point c'était, difficile. Je pensais que justement je trouvais que c'était relativement élégant et que les équations de fluide étaient relativement, on va dire, faciles comparées à, par exemple, la Ouais, physique quantique. Pour moi, c'était, ouais, beaucoup plus difficile parce que beaucoup plus abstrait. Mais c'est vrai que, quand tu commences à regarder les équations fluides et surtout, dans leur contexte de plasma, donc l'équivalent, on va dire que c'est la magnéto-hydrodynamique, donc ouais. l'hydrodynamique associée, au magnétisme, enfin l'électromagnétisme. En fait, on se rend compte qu'il y a plein de problèmes. Pourquoi? Eh bien parce qu'en fait, quand on considère un fluide, par exemple, un écoulement d'eau, Ouais, bah, c'est des molécules d'eau dans un fluide
Alors que dans un plasma, on peut avoir des ions, des électrons, Ouais. qui vont se comporter de manière différente. Donc les électrons, c'est les électrons, mais les ions, on peut avoir des ions de nature différente. Mmh. Donc ça complexifie encore plus les choses. On a des degrés de complexité qu'on cache un peu, en fait, avec les équations de la magnéto-hydrodynamique. Et en fait, si on rentre un peu plus à l'intérieur, c'est pratiquement le pont avec la physique des particules. Alors, pas vraiment la physique quantique, mais vraiment comment les particules peuvent être transportées, comment est-ce qu'elles peuvent être énergisées. Ouais. Et en fait, ça touche à tellement de domaines de la physique que c'est aussi pour ça que j'avais, je pense, une attirance pour la physique des plasmas. OK. Mais, est-ce que alors je suis pas sûr de comprendre. Et quand tu fais les équations de la magnéto-hydrodynamique, Ouais, enfin, est-ce que tout est moyenné, non? C'est pas exactement, ouais, il y a plus de ouais. particules là, c'est ça? Alors non, en fait, tu considères que tu as un plasma qui est en quelque sorte neutralisé, hem et donc en quelque sorte, on s'en fiche un peu de savoir quelle est la composition du Ouais, plasma, ce qu'on d'accord. appelle un fluide, unique. OK. Et après, tu peux aller plus loin en disant: «Bah, en fait, c'est pas un fluide, mais c'est 2 fluides». Un fluide, OK. électrique, comment dire? Négatif, un fluide, positif OK. en termes, de charge électrique. Puis après, tu peux aller plus loin en disant: «Bah, en fait, il y a OK. plein de». OK, tu peux décliner ces équations Ouais, en plusieurs, ouais. En fait, généralement, tu apprends l'inverse. Tu commences vraiment avec, les parties on va dire, des écoulements de particules, mmh, donc de considérer un très grand nombre de particules, à partir duquel tu vas faire, des distributions de particules tu dis: «Bon, bah, en fait, on moyenne un peu la chose» et tu en arrives aux équations de la MHD. OK. Mais dans mon parcours, j'ai pas été introduite comme ça, j'ai plutôt été introduite par la magnéto-hydrodynamique j'ai appris plus tard, en fait, en physique des plasmas, quand on fait vraiment la physique des plasmas, on commence d'abord par une description, on va dire de ces particules, Ouais. d'un grand nombre de particules et puis on arrive à la MHD, en simplifiant petit à petit. OK. Mais c'est pas si simple, en Ouais, fait. ouais, ouais, ouais. Et du coup, quand est-ce que tu as trouvé ça beau? Enfin, c'est la première fois que tu l'as vu, tu as trouvé ça beau ou c'était Ah, je me rappelle pas. Alors je me rappelle qu'on avait commencé, je me rappelle qu'on avait je me rappelle plus quand est-ce qu'on a commencé à faire l'électromagnétisme, ça c'était en prépa ouais, j'aimais bien. Encore une fois, je trouvais que c'était très élégant, j'aime beaucoup ça paraît tellement bizarre ce que je dis, tu es mais vraiment j'aime un beaucoup mathématicien, t'inquiète pas, c'est pas si bizarre. la formulation, vectorielle. Ouais, Je me rappelle ma première année de prépa, j'avais rien compris, tout ce qui était rotationnel OK. et le moment où j'ai compris, en fait, c'est vraiment un jeu. Enfin, c'est vraiment, Ouais, ouais. Ouais, non, ouais, c'est tu me moi, regardes je bizarrement. non, bah, bon, C'est, enfin, moi, je trouve des trucs plus bizarres que ça cool, ouais, donc c'est pas peut-être. très gênant. Mais j'avoue que moi, j'ai fait un blocage, hein, enfin, Au début, ouais, je pense que j'ai même encore un peu un blocage sur les EDP en général, quoi, mmh, mais en particulier sur tout ce qui est, rotationnel, mmh. ouais. Ben, mmh, ouais, bizarrement, encore une fois, pendant pendant quelque temps, j'ai eu un peu de mal à comprendre et puis j'ai eu un déclic et puis, les vecteurs, ça m'a paru, alors, quand je en fait, tout ce qui était matrice, Ouais. j'aimais bien ça, j'aimais Ah bien OK. cette description en mathématiques et donc en physique, on faisait pas mal de calculs, OK. de matrices avec les Marrant. vecteurs. Ouais, c'est vraiment bizarre et je pense que c'était ce côté un peu plus mathématique avec les vecteurs qui m'a attirée, alors qu'encore une fois, alors que j'étais partie plus dans la physique des particules, la physique quantique m'a beaucoup moins parlé Ouais, que, l'électromagnétisme. ouais, OK. Et après, je sais pas, je pense que c'est peut-être aussi des questions de profs sur qui tu tombes, Ouais, ça doit avec jouer. quelles sont les personnes qui arrivent à t'insuffler, Du coup, ton prof, de mécanique quantique était horrible, c'est ça? Non, mais c'était pas le même, c'était dans je me rappelle, il y avait un cours où je comprenais rien et c'était dans un amphi, j'étais pas assez proche du tableau, je voyais pas et hem et je pense que ouais, c'est une question aussi mmh, de temps. Peut-être que j'étais moins à ce moment-là, j'étais peut-être, je venais d'arriver en école Ouais, et j'étais pas dans la même, perspective. OK. Je voulais plus profiter des montagnes à l'époque. Peut-être que c'est ça aussi. Heu et donc pour continuer, ça m'a en fait amené plutôt à la physique des plasmas, Ouais, plutôt qu'à l'astrophysique. Donc j'avais toujours en tête
que je voulais appliquer ça à l'astrophysique. En fait, encore une fois, c'est vraiment des circonstances et c'est là où c'est assez marrant, c'est que même si on a une sorte de vision de ce que l'on veut faire, finalement heu, les choses changent parce que tu as des opportunités. Et dans mon cas, j'ai eu l'opportunité de faire un stage, à JET, JET pour le Joint European Torus, qui Ouais. est en fait un tokamak, donc une chambre magnétisée qui permet de confiner le plasma et qui permettrait enfin qui permet, mmh, enfin les tokamaks permettront, on pense, on Mmh. espère dans le futur, d'accéder à l'énergie de la fusion nucléaire. Ouais. Donc en fait reproduire, ces conditions drastiques de température et de pression, comme ce que l'on a dans les étoiles, pour essayer de recréer l'énergie de fusion que l'on trouve au sein des étoiles. Ouais, donc les tokamaks là, c'est les trucs en forme, j'allais dire de torche. Je sais pas si Ouais, les c'est gens ça, voient ce que c'est, un un tore, mais donut. un donut, ouais, c'est ça. Donc on vous voyez parfois des images là de fusion nucléaire avec un truc qui tourne comme ça, bon, Ouais. voilà. Ouais, ouais. Si on tapait ça sur Google, vous trouverez. Alors la structure elle-même ne tourne pas. Ouais. Ouais, non, Peut-être le plasma à l'intérieur, effectivement, on a une rotation. Mais voilà, donc je me suis retrouvée à travailler pendant un stage, sur ça. Et c'était en préparation d'une année que j'allais passer au Japon et là pareil, que j'avais cherché plutôt en physique des plasmas, mais à l'époque, je pensais que ça allait être appliqué à l'astrophysique et en fait pas du tout, je me suis retrouvée à être embarquée dans la communauté de la fusion nucléaire. ah OK. Mais tu le savais pas quoi, tu t'es fait avoir. Mmh, comment dire? Un peu. Hem, donc en fait, je suis arrivée j'étais étudiante en échange avec une université au Japon, à Kyoto et à l'époque, oui, alors je voulais faire plutôt de la physique, théorique et la physique des plasmas. Et donc j'ai continué, c'est très intéressant, sur un phénomène que l'on appelle, la reconnexion magnétique. En fait, la reconnexion magnétique, c'est quand on a du champ magnétique qui va se reconfigurer et en se reconfigurant, en fait, il va essayer de chercher un état un peu plus relaxé Ouais. et en se relaxant, en fait, il va libérer énormément d'énergie et on pense que c'est un mécanisme qui est au cœur de plein de phénomènes astrophysiques, dont les éruptions solaires, mais aussi, des par exemple, dans les pulsars, ce qu'on appelle les alors, j'avais prévenu que des fois je manque de mots en français. Je pense que ça s'appelle les noyaux, actifs de galaxies, où on a, d'énormes jets OK. des jets de matière, qui sont liés, on pense, à ce phénomène de reconnexion magnétique. Et donc ça Mmh. m'intéressait de commencer à travailler sur un processus fondamental que l'on retrouve un peu partout dans l'univers. Donc à l'issue de cette année, donc on va dire même au milieu de mon année, je cherchais à l'époque à faire une thèse, et j'avais déjà contacté des gens en France pour continuer à faire une thèse en France. Et mon professeur au Japon, m'avait dit: «Ah, si jamais tu veux rester, bah, on pourrait appliquer ça à l'astrophysique, je connais quelqu'un qui travaille en physique solaire». Et bah, je me suis fait avoir parce que, je n'ai rencontré cette personne qu'à la fin de ma thèse. Ah Heu, ouais. bon après je dis ça en rigolant parce que j'ai quand même passé, un très bon moment et ça m'a quand même permis justement de connaître une communauté, Mmh. de la fusion nucléaire et au final, alors j'ai eu quand même pas mal de chance, mais j'ai quand même pu bifurquer à la fin. Ouais. Donc c'est quand même très difficile. Il y a peut-être certains de tes auditeurs, auditrices qui veulent, peut-être faire une thèse, Mmh. à l'issue de laquelle, en fait, on a ce qu'on appelle les post-doctorats et les post-doctorats, ça se prépare. C'est des gens que l'on connaît, qu'on a vus en conférence, qui connaissent le travail, de notre thèse, qui vont vraisemblablement nous recruter. Et moi, j'ai été confrontée à ce problème de ne pas connaître, Ouais. la communauté astrophysique et et au début, j'avais un peu peur de changer de domaine. Ouais. Mais je me suis dit: «Bon, l l la on va dire la recherche est tellement dure en soi que, si en plus j'arrive pas à continuer, autant m'amuser pendant quelques années à faire des trucs que j'ai vraiment envie de faire». Ouais. Et donc j'ai eu la chance de trouver, une bourse postdoctorale. Donc là, je suis, revenue en France et à ce moment-là, j'ai travaillé en physique solaire à l'Observatoire de Paris. OK. Et là, j'ai vraiment commencé à me spécialiser, toujours sur les plasmas, mais en physique solaire.
et vers la fin de ce premier post-doctorat et ensuite je suis partie pendant 2 ans au Royaume-Uni, je me suis de plus en plus, enfin, j'ai agrandi mon champ de recherche pour intégrer les plasmas dans le milieu interplanétaire. C'est-à-dire tout OK, le milieu entre le Soleil et les planètes du système solaire. OK. Ouais, donc là c'est un peu l'opposé parce que tu parlais des plasmas en grande énergie, très chaud et Ouais, très grande pression là. ouais. Là c'est l'inverse, du coup, non? Alors, Plasma je dirais interplanétaire? que non, parce qu'en fait, l'atmosphère du Soleil est, là, c'est un grand problème de la physique solaire. L'atmosphère du Soleil est très, très chaude. OK, Étonnamment très chaude. En ouais, fait, elle devrait être de moins en moins chaude puisqu'on s'éloigne de plus en plus du cœur du Soleil. Et en fait, non, c'est l'inverse. Il fait très chaud dans l'atmosphère du Soleil et de toute façon, tout est sous forme de plasma. Et le sujet de mes recherches pendant ma thèse, qui était sur la reconnexion magnétique, en fait, cette reconnexion magnétique, on pense qu'elle a lieu partout dans l'atmosphère du Soleil. OK, Et en particulier, c'est un phénomène qui va libérer énormément d'énergie lors des éruptions solaires. ouais, Et une fois qu'on a ces éruptions solaires, on va créer, enfin, j'ai parlé tout à l'heure de la reconnexion comme étant une sorte de restructuration du champ magnétique. Et cette restructuration, en fait, elle va envoyer des grandes structures, des grands nuages magnétiques et de plasma dans l'espace. OK, Donc je continue toujours sur la physique des plasmas, heu, sur la reconnexion magnétique, mais cette fois-ci vraiment appliquée, au Soleil et au milieu interplanétaire. OK. Oui, parce que alors j'ai peut-être mal compris, mais quand tu es milieu interplanétaire, c'est pas entre les planètes, du coup? Si, Du coup si. c'est très loin du soleil, non? Ouais, en fait, bah, alors moi, ouais, en fait, ça dépend. C'est effectivement le milieu entre les planètes et le Soleil et les planètes. Donc OK, c'est tout ce qui est ce qu'on appelle l'héliosphère. OK, Donc c'est en fait le système solaire dans lequel tu retrouves, le champ magnétique du Soleil, mais aussi, ce qu'on appelle le vent solaire, ouais, qui est un écoulement constant de particules chargées nous venant du Soleil. OK. Enfin, pas que des particules chargées, on a aussi des neutrons. Hem, donc ouais, c'est OK, d'accord. alors ça peut être très proche du Soleil, dans le cas de l'atmosphère, ça peut être moins proche dans le cas de Mercure. Plus on s'éloigne, plus effectivement on s'éloigne du Soleil, mais en fait, on est toujours sous la sphère d'influence du OK, Soleil. d'accord et Donc il y a pas de vide, en fait. ouais, ouais, mais c'est quand même froid, enfin, c'est non? Enfin, Alors c'est oui, alors c'est froid, puis c'est très peu dense, mais on a justement ces structures, ouais, ces structures qui se enfin qui se propagent avec des particules qui, elles, sont, mmh un peu mh, plus chaudes. OK Ouais. et du coup, c'est les mêmes équations, de la D magnéto-hydrodynamique, Exactement qu'on retrouve très loin? et en fait, là, ça tombe encore plus sous le sens d'utiliser ces équations de la magnéto-hydrodynamique parce qu'on regarde des structures qui sont tellement énormes Mmh, que finalement alors ça dépend, il y a des personnes qui vont s'intéresser justement aux particules, ouais, heu et hem et plutôt à, par exemple, à la distribution de ces particules, à la turbulence. Moi, comme je m'intéresse plutôt à des grandes structures magnétiques, je m'intéresse plus à un écoulement, on va dire, global, donc plutôt un plasma où, je regarde pas vraiment ce qui se passe au niveau des électrons et des ions, mais plutôt au champ magnétique et au plasma général. ouais, Donc les équations d'MHD ont encore plus de sens. ouais, OK, Enfin, les hypothèses ont encore plus de sens. OK et alors pour ceux qui seraient un peu perdus dans tout ça, bah, pourquoi est-ce qu'on c'est important, Pourquoi est-ce que c'est important? Hem, alors pourquoi c'est alors déjà, pourquoi est-ce que c'est important? Déjà, pour faire avancer la recherche et le champ de nos connaissances, ça c'est ouais, la raison pour laquelle on fait des recherches. Mais ce qui est intéressant dans ce domaine-là, c'est qu'on a vraiment une application directe, une conséquence directe de ces recherches, bien parce qu'en fait sur Terre, on n'est pas complètement, hem, on n'est pas on est soumis à l'activité du soleil. Donc on sait que le soleil, c'est important pour nous parce qu'on a besoin de sa chaleur. Mais en fait, ces particules, ce vent de particules qui nous arrive, en fait, peut alors la plupart sont défléchés par, le champ magnétique de la Terre, ce qu'on appelle la magnétosphère. Mais de temps en temps, en fait, on peut avoir des particules qui vont, bah, soit qui vont directement rentrer dans la magnétosphère et c'est encore plus le cas quand on va avoir des tempêtes solaires où, ces éruptions solaires sont à la fois associées à des particules très énergétiques, mais aussi à ces grandes structures dont je parlais avant, des tempêtes solaires
qui, elles, vont venir en quelque sorte, frapper la coquille magnétique de la Terre Mmh. et ça va engendrer ce qu'on appelle des orages géomagnétiques. OK. Donc ça peut paraître encore abstrait, on peut se dire: «Oui, mais pourquoi c'est important?» Ça fait les aurores boréales déjà, c'est joli, Alors ça non? fait des aurores boréales, et puis ça impacte aussi toutes nos technologies. En fait, Ouais, hem, plus on connaît le soleil, plus on se rend compte qu'on est vulnérable. ouais, Parce qu'en fait, en observant le soleil, on a aussi développé des techniques comme par exemple, le spatial, qui sont enfin le spatial qui est vulnérable à l'activité du soleil. ouais, Et donc par exemple pour le soleil, pour le spatial, les, les orbites des satellites peuvent, être modifiées, lorsqu'on a ces orages géomagnétiques. On peut aussi avoir lorsqu'on a des particules énergétiques, on peut avoir des effets sur les composants. Les composants peuvent être endommagés. Ça peut être, aussi très important pour nos astronautes. Donc là, on a parlé récemment des missions Apollo. Donc, en fait, on a eu beaucoup de chance de ne pas ouais. avoir de particules très énergétiques à ce moment-là. Et puis sur Terre, on peut aussi avoir, des effets sur les réseaux électriques. Mmh. Et puis plein de choses comme par exemple, il y a des émissions radio, une certaine gamme d'émissions radio qui est notamment utilisée pour les radios amateurs, mais aussi pour les radios de télécommunication pour secourir les, les populations qui pourraient être touchées par des catastrophes naturelles. Mmh. Ce qui s'est passé par exemple pour l'ouragan Irma, où au même moment on avait une éruption solaire, qui a engendré ce qu'on appelle un blackout Mmh. en communication radio et en fait on peut plus utiliser les communications radio à ce moment-là. Ouais, Donc on a un effet direct sur nos vies. ouais, ouais. Ouais. Ouais, j'en sais aussi, des risques de surcharge du réseau, Ouais, exactement, électrique. sur les réseaux électriques, ouais, ouais. Ouais, ça pourrait, ouais, Mmh. causer du coup des blackouts, électriques, Ouais et ça en a mmh. causé en fait dans l'histoire, on a toute une liste d'événements, des pertes de signaux GPS aussi, ce que je parlais là, les blackouts radio, les, blackouts de réseaux électriques, des pertes de satellites aussi. Tout ça en fait, ça nous a déjà impactés dans le passé. C'est pas juste quelque chose qui pourrait arriver, c'est des choses qui sont déjà qui sont déjà arrivées. Ouais et puis qui peuvent avoir des conséquences sur, enfin plein de je sais pas, plein d'industries qui je sais pas, qu'est-ce qui peut se passer de très grave, mais voilà, si une industrie, dépend beaucoup de ses communications à un Ouais. moment donné, bah, c'est peut-être des millions ou des milliards qui peuvent être Exactement, perdus, ouais. Alors, un exemple, pour, une industrie qui perdrait enfin qui perd énormément d'argent, c'est par exemple, l'industrie pétrolière. Bon après, peut-être que c'est une bonne chose justement, mais par exemple l'industrie, pétrolière qui se sert, du GPS pour aller creuser, Ouais, sous les océans. Donc ils ont besoin d'une position très précise de là où les forages vont aller et ne serait-ce que quelques degrés de différence, bah, en fait, c'est des millions d'opérations, des millions, je sais pas des dollars de coûts de en dollars plus, ou même en peut-être, je sais pas en quoi ça se ça je pense que c'est des millions, de dollars d'opérations qui sont perdus d'un coup. ouais, Et ça sur des signaux GPS qui peuvent être perdus, sur quelques heures à cause de ces éruptions solaires. ouais, ouais. Ouais, et tu disais un truc aussi sur les missions Apollo, comme quoi ils avaient eu de Ouais, la chance? ouais. Tu penses que Ouais, alors en fait, ça c'est, j'ai c'est quelque chose que je savais mais j'avais pas vraiment regardé moi-même, et cet été j'étais à une conférence et j'ai parlé justement de ce qu'on appelle la météorologie spatiale, enfin la météorologie de l'espace plutôt. La météorologie de l'espace, c'est vraiment essayer de comprendre les effets de l'activité du soleil sur les planètes du système solaire. ouais, Et donc j'avais cherché un peu et comme, on venait juste de fêter les 50 ans des premiers humains sur la Lune, je me suis dit, bah, je vais regarder, enfin, comme j'avais déjà entendu parler du fait que les missions Apollo avaient eu pas mal de chance, en fait, ce qui est assez marrant, c'est que, je suis tombée sur une vidéo, mais j'ai pas réussi à la retrouver parce que j'ai pas accès. Il y a un reportage qui a été fait sur les missions Apollo, sur la chaîne National Geographic ouais, et on voit, un moment dans le film, une interview de l'équipage de Apollo 8, donc ouais, la 1re mission à orbiter autour de la Lune et on leur demande, «Mais ça sera pas un problème, les effets de radiation que l'on peut avoir sur la Lune?» puisque la Lune n'est plus protégée par cette bulle magnétique de la Terre
En fait, un des astronautes a dit: «Non, non, il y aura pas de problème». Et je pense qu'en fait, c'était vraiment, hem, ils étaient très au courant en fait parce qu'en fait la NASA avait déjà fait, des rapports sur, Mmh. les, les conséquences, enfin, pas les conséquences, mais quelle était la démarche à suivre, dans le cas où on détectait des particules énergétiques. Donc ils avaient déjà les détecteurs, les astronautes aussi avaient des compteurs, de radiation. Et cette personne-là qui avait répondu, en fait, était, l'expert. Il avait même été recruté parce qu'il était expert en radiation. Je pense Ouais. qu'il savait très bien, mais qu'il ne voulait pas Ah, OK, inquiéter d'accord. les personnes. En fait, en remontant, parce que maintenant on peut remonter dans le passé, en fait, les missions Apollo, sont parties à peu près au maximum de l'activité du Soleil. En fait, le Ouais. Soleil a une activité qui dure à peu près, 11 à 13 ans et au maximum de son activité, c'est là où on va avoir plein d'éruptions. Ouais. Et en fait, quand on regarde les missions Apollo, elles sont vraiment parties, au pendant ce maximum d'activité on sait qu'en fait, on a eu des événements à particules énergétiques, entre certaines missions. Et je Ouais. crois que la plus grande qui aurait pu être fatale pour les astronautes, je crois que c'était, quelques mois après la mission Apollo, mince, je me rappelle plus, je crois que c'était Apollo 15 ou Ah, c'est entre la 16 et la 17, mais enfin voilà, d'accord. c'était pas la Apollo OK, 11, mais d'accord. voilà. OK, OK, cool. Hem, Je t'ai heu, perdu. ouais, non, je voulais en revenir un peu à ouais, de l'origine du vent solaire et puis des tempêtes aussi, solaires, Ouais. enfin, d'où ça vient tout ça, comment ça D'où ça sort? vient? Alors en fait, j'ai parlé dès le début, j'ai parlé de la physique des plasmas et ce lien entre le champ magnétique, le champ électrique et un plasma d'ions et d'électrons. En fait, les étoiles, donc toutes les étoiles dans l'univers sont composées d'ions et d'électrons parce qu'en fait, elles sont tellement chaudes que les atomes ont perdu ces électrons. Et en fait, c'est aussi des corps célestes en rotation sur elles-mêmes, comme la Terre, comme la Lune, et cetera. Et Mmh. donc en fait, cette rotation-là, elle va engendrer un mouvement du plasma qui va OK, générer un champ magnétique. OK. Heu, c'est, équivalent, enfin, en fait, on déplace un champ de particules chargées et ça va générer un champ magnétique. Ouais, Donc ça, c'est vraiment, il y a une loi spécifique dans la loi dans les équations de Maxwell qui montre exactement ça. ouais, donc ces histoires de rotation dont on parlait plus tôt, Exactement, ouais, exactement, c'est quand la ro ça tourne, voilà, ça ça crée des génère. champs. Quand ça tourne, ça génère, voilà. Et donc les étoiles en rotation vont former leur champ magnétique, et ce champ magnétique, en fait, il est, principalement construit à l'intérieur de ces étoiles. Donc dans le cas du Soleil, la zone convective est la zone où on va trouver, cette génération, enfin, à la base de la zone convective et ce champ magnétique, en fait, il n'est pas juste confiné, il va s'étendre jusqu'aux confins du système solaire. Ouais, Et c'est ce qu'on appelle l'héliosphère. En ouais, fait, l'héliosphère, c'est la bulle magnétique du Soleil. La magnétosphère, c'est la bulle magnétique terrestre. ouais, ouais. Et en fait, ce champ magnétique, il s'étend jusqu'aux confins du système solaire. Et le long de ces lignes de champ magnétique, eh bien, on va avoir un écoulement de particules qui va être ce vent solaire. Ouais. Parce que du coup, les particules chargées suivent les lignes de champ, Exactement, ouais. magnétiques. Donc ça, c'est, on va dire un soleil, calme qui générait son vent solaire tout le temps, son champ magnétique tout le temps et qui en plus tourne sur lui-même. Donc ça fait une sorte de structure, ce qu'on appelle, la jupe de ballerine. Parce qu'en fait, c'est dû à la rotation du soleil. En fait, le champ magnétique va suivre. Alors je fais des mouvements avec mes mains, je me rends compte que bon, tapez, jupe de ballerine du vent solaire, vous allez voir ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce qu'on aurait en permanence. Ouais, Sauf que, ce qui se passe, en fait, c'est comme le soleil n'est pas une boule solide comme la Terre, eh ben, ce qui se passe, en fait, c'est qu'on a une différence de rotation à l'équateur et au pôle. Ce qu'on ouais, appelle une rotation différentielle, OK. parce que c'est différent à l'équateur et au pôle. En fait, en fait, cette différence de rotation, qu'est-ce qu'elle va faire? Si on imagine que, on a un champ magnétique uniforme, si maintenant on commence à tourner beaucoup plus rapidement à un endroit donné, bah, ces lignes de champ, elles vont commencer à tourner aussi beaucoup plus rapidement que d'autres points. Et donc ça va commencer à entortiller le champ magnétique. OK, OK. C'est comme si je prenais, un élastique dans mes mains
il y a, je le tiens de chaque côté par mon pouce et mon index. Ouais, J'écris ouais. Si tu imaginais ça. et seulement ma main droite va commencer à entortiller. Ouais. Donc ça veut dire que ma main gauche, elle reste statique et ma main droite, elle commence à tourner. Donc ça va embobiner l'élastique. Ouais. Et donc on peut s'imaginer cet entortillement et en fait, cet entortillement du champ magnétique va, en fait, générer localement des sortes de champs magnétiques entortillés que l'on voit apparaître sur la surface du Soleil comme étant des taches solaires. Donc c'est des endroits qui sont plutôt sombres sur la surface du Soleil Ouais. quand le Soleil est vu, ce qu'on appelle en lumière, blanche, donc en lumière visible. Ouais. On voit ces taches solaires. Alors, faut pas regarder le Soleil à l'œil nu, Ouais. mais si on le voyait à l'œil nu, on verrait ces taches solaires. Ou si on projette une image du Soleil sur un bout de papier, par exemple. Dans ces endroits-là sont concentrés les champs magnétiques complètement entortillés. OK. OK, d'accord, oui. Et donc maintenant, si je reviens à mon analogue de cet élastique que j'ai entortillé, quand je l'entortille, qu'est-ce qui se passe si je continue à l'entortiller? Tu stores, enfin, tu mets pas mal d'énergie, du coup, à l'intérieur de Ouais. Et l'entortillement. si je l'entortille, qu'est-ce qui se Il va passe? casser, c'est Alors, ça? il va pas forcément casser, mais avant qu'il casse, il était tout droit, il Il va commence devenir, à ouais, se courber. voilà, il commence à se courber. Bah, alors Mio a fait plein de gestes comme ça «Eh, qu'est-ce que ça fait ça?» Oui. Donc ouais, ça commence en fait à se courber. C'est ça ce qui va émerger, dans l'atmosphère du Soleil. Donc en fait, Attends, dans je réfléchis l'atmosphère juste d'un point de vue. Attends, laisse-moi 30 secondes. Du coup, quand ça tourne, ça va se plier naturellement, mais alors, attends, je suis en train de voir s'il y a une explication mathématique un peu, genre une espèce de conservation Oui, exactement. En fait, du on mouvement. parle d'hélicité. OK. Donc il y a une formulation magnétique qu'on appelle l'hélicité magnétique qui peut représenter ce twist, enfin cet entortillement. Ouais, Ouais. bon. Et en fait, toute cette partie-là est finalement enfin, c'est aussi ce que j'aime beaucoup avec la physique solaire, c'est que, et ça on n'en a pas parlé, mais c'est vrai que certaines personnes peuvent se dire, «Pourquoi étudier le soleil alors qu'il y a tellement d'autres étoiles dans l'univers?» Ouais. En fait, le soleil, c'est une étoile, c'est la seule étoile à l'heure actuelle dont on a, une vision, on va dire, à haute définition. Parce que, toutes les autres étoiles sont vraiment très loin et on n'a pas encore, et puis il nous faudrait des miroirs géants pour voir, avec autant de définition, le soleil maintenant. Ouais. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que, contrairement à des astronomes et des astrophysiciens qui verraient des étoiles et qui sont très peu contraintes par les observations, où tu peux imaginer ou par exemple, en, les exoplanètes. Enfin moi ça me fascine, hein, j'adore tout ça et d'ailleurs j'aimerais, Ouais. Ça un jour s'apprête à peut-être, piquer dessus, ouais, vas-y. non mais, tu peux inventer un alors de moins en moins parce qu'on justement on commence à voir de plus en plus d'observations, mais tu peux inventer n'importe quel monde, ce que tu veux. Des mondes avec, enfin, ouais, d'ailleurs j'ai pas dit que la raison pour laquelle je voulais faire de l'astrophysique, c'était pour trouver des aliens. C'est une autre histoire. Mais moi ça me fascine énormément, mais et ça laisse énormément de place à l'imaginaire, tout en jouant avec, quand même de la physique que l'on connaît. Ouais. Je dirais la très belle chose, mais aussi la complication avec le soleil, c'est qu'on ne peut pas tout imaginer parce que le soleil nous donne des contraintes. Ouais. Et donc c'est à la fois de l'astrophysique, enfin de l'astronomie parce qu'il y a beaucoup d'observations, de l'astrophysique parce qu'on essaie de comprendre des processus physiques, mais aussi beaucoup de mathématiques. Ouais. Et en fait, il y a, là où j'étais en Écosse, j'étais en fait dans un département de mathématiques. Ah, OK. Donc D'accord. il y a des endroits où c'est vraiment de la mathématique appliquée à la physique solaire. OK. Mais du coup, c'est quoi les questions mathématiques, Par exemple, la conservation de l'hélicité. OK. Comment est-ce que les comment est-ce que tu comment est-ce que tu, ou par exemple, là je parlais des éruptions solaires. Les éruptions solaires, donc ce sont ces structures qui, emmagasinent énormément d'énergie et qui, à un moment donné, vont devenir instables. Ouais. Donc après ça va être des calculs d'instabilité. OK. Donc par exemple, une autre chose, par exemple, c'est, hem, quand on a des éruptions, est-ce on pourrait voir ça comme, alors comment le dire en français? Des, des systèmes qui s'auto-organisent. OK.
mais de manière critique. Donc en anglais, ça s'appelle self-organized criticality. Donc, c'est la même chose que les tremblements de terre, que les volcans. En fait, tu peux avoir une approche mathématique sur est-ce que tu peux. Genre, les modèles mathématiques, c'est par exemple les tas de sable. Tu sais, tu rajoutes du sable, tu commences à Ouais. former une pyramide, et à un moment donné, tu as atteint un état critique, et quand tu mets un grain de sable, tout s'effondre. Ah bon? Enfin, tout s'effondre à moitié, par exemple. OK. Et tu reconstruis ta pyramide, et puis à un moment, ça se réeffondre. Est-ce que tu peux représenter la temporalité des séismes ou des volcans ou des éruptions solaires Ouais. comme des états qui sont critiques OK. et qui s'auto-organisent de façon critique? OK. Et donc ça, il y a tout un pan plutôt mathématique qui OK. essaye de décrire ce genre de phénomène. D'accord. Je suis encore perturbé par ce tas de sable qui il s'effondre vraiment? Enfin, j'aimerais faire l'expérience à tout cas, tout d'un coup. Bah, C'est t'imagines en fait, au début enfin, tu bah, après sautes à la base, à la je base, à la base, et puis à un moment donné, bah, tu pourrais c'est imaginer qu'il glisse ou que ça s'effondre pas complètement quoi, je sais pas. alors ça s'effondre peut-être pas complètement, mais ça s'effondre, enfin le pic, tu vois, OK. Il si tu peux pas en faire un à l'infini. bah, ça va pas infiniment. Non, mais après, Si ouais, je vous sais pas. voyez, quelqu'un sur la plage faire des pyramides de sable, vous Je pense saurez qu'après que une fois que je vais à la plage, je ferai une petite j'essaierai de le faire. expérience. Ouais, Heu, hem, ouais, d'accord. Du coup, enfin, tu prouvé des théorèmes, ou c'est ah non, non, non? j'ai rien prouvé du tout. Ça reste de la physique. Non, non, alors, je dirais que il y a des gens hem qui vont vraiment pousser, le côté mathématique des choses. Ouais, Moi, je suis plutôt à, utiliser ces outils ouais. pour essayer de comprendre la physique qu'il va y avoir. OK, d'accord. Mais le côté analytique m'intéresse Ouais, ouais, beaucoup. ouais, 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 c'est des choses qui sont très intéressantes, et encore une fois, je trouve que c'est fascinant parce que, à la fois tu rentres, dans des maths et de la physique, mais en plus tu as les observations, ouais. et en plus on a la chance. Enfin, je sais pas si tu as vu, enfin si, tu as vu ce que je t'en ai déjà montré, des images du soleil Oui, oui, qui oui. sont, magiques, Ouais, ouais. et je pense que encore une fois, quand je parlais de questions enfin de circonstances, j'ai la fin de ma thèse a coïncidé à peu près avec les débuts d'une mission spatiale, de la NASA, qui s'appelle le Solar Dynamics Observatory, Ouais, qui nous donne des images, de la plus haute résolution spatiale et temporelle qu'on ait jamais eu du Soleil entier. ouais. Donc on a certains instruments qui sont meilleurs en termes de résolution, donc on voit beaucoup mieux, mais qui sont juste sur des zones du Soleil. Là, Mmh. on a le Soleil en entier en définition 4K. OK. Donc c'est ultra haute définition. Ouais, C'est fou. ouais. Et tu vois plein de détails, tu vois plein de c'est Du coup, enfin, tu passes enfin, ça arrive de passer des heures à regarder des images comme ça ou hem, une vidéo du soleil? alors, ça m'est arrivé avant, ouais. Et bizarrement, je dirais pas bizarrement parce que je sais pourquoi, mais plus trop maintenant. Ouais, 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 tu regardes moins le soleil qu'avant. ouais, malheureusement. J'aimerais bien avoir plus de temps à contempler. Ouais, Et je le fais pour, certains projets de recherche où je vais regarder, enfin, c'est ça, ce qui est assez marrant, c'est que, bah, je vais passer, des heures à regarder, on va dire, un équivalent d'une journée, voire 2 sur le soleil, et on voit tellement de choses que, parfois, je suis un peu trop sous le pas sous le choc, mais je veux dire, il y a tellement de choses, OK, d'accord. ouais. C'est parce que du coup, quand tu vois une vidéo du soleil, tu vois plein de choses, enfin, tu te dis: «Ah tiens, là, il y a un truc d'hélicité là, de trucs qui tournent» ou là, il y a Ouais, il y a tellement de structures, il y a tellement de choses qui se passent. ouais, C'est vraiment une étoile tellement dynamique, et en plus, c'est peut-être pas la plus dynamique de toutes les étoiles, mais en tout cas, mais c'est la seule que l'on voit. tu arrives à deviner genre les champs magnétiques, en regardant la vidéo Oui, ou? parce qu'en fait, alors à deviner, pas tout le champ magnétique, mais quand on va voir ces régions actives, donc ces Mmh. régions qui sont associées à ces taches solaires, en fait, tu vas voir des structures, qui sont indicatrices du champ magnétique. En fait, le champ magnétique, on ne le voit jamais. En Ouais, fait, même ce qu'on appelle un champ, c'est une description physique
de quelque chose qui agit sur quelque chose d'autre, comme un champ gravitationnel. Ouais. Mais c'est un peu comme On le champ. l'observe jamais directement, mais on observe ses effets, quoi. Voilà, exactement. C'est comme si je lâchais 1 million de pommes et je les vois toutes tomber et je trace des lignes entre où elles étaient avant, où elles étaient après, et Ouais, ok, ça me décrit un champ ouais, gravitationnel. ok. Ouais. Je vais revenir sur je pense, les points sombres, les endroits Ah non, oui. sombres du Soleil. Tu disais que c'est lorsque il y avait des entortillements du champ magnétique. Ouais. C'est quoi enfin, pourquoi est-ce que l'entortillement du champ magnétique crée des zones sombres? Ah, alors non, c'est pas l'entortillement, c'est le fait de, ces entortillements correspondent en fait à, comme tu l'as dit tout à l'heure, un emmagasinement, ça dit? Un stockage? Ah, c'est OK, ouais, je vois. Un stockage du champ magnétique très intense, et quand ces structures-là vont émerger de l'intérieur du Soleil jusqu'à l'extérieur du Soleil, en fait, les pieds de ces structures, vont apparaître beaucoup plus sombres parce qu'on a un champ magnétique plus intense et qu'on est moins dense qu'autour. Donc c'est pas tant que c'est une conséquence du fait que ces structures-là ont émergé, et à leurs pieds, on voit le pied de ces structures parce qu'elles sont associées à un champ très intense et à moins de plasma. Donc en OK, fait, elles émettent moins de radiation et c'est pour ça qu'elles apparaissent plus sombres qu'à côté. OK. Elles sont sombres parce qu'elles sont moins denses, c'est ça? Elles sont sombres parce qu'elles sont moins denses et aussi avec un très fort champ magnétique. Parce que du coup, le champ magnétique, il dévie les photons ou Alors c'est pas qu'ils dévient les photons, c'est en fait ces structures-là, ont moins de plasma à l'intérieur. OK. Elles sont aussi moins chaudes, OK, elles sont mais elles sont relativement moins chaudes par rapport à leur voisinage. OK, OK, Mais ça reste des milliers de degrés. OK. OK, OK, et du coup, donc j'imagine quand il y a des gros entortillements comme ça, il y a Mmh. beaucoup d'énergie qui est Ouais, stockée, qui est stocké dans ces structures. et quand tu parles de reconnexion, c'est-à-dire que du coup, il va se désentortiller d'un coup, c'est ça? Ouais, alors en fait, ça va pas complètement se désentortiller, donc ça va pas changer, enfin ça va pas revenir à l'état dans lequel c'était avant. Mmh. En fait, on atteint un état tellement instable, alors ce que l'on pense, ça aussi, ça va dépendre un peu en fait, on a pas mal de scénarios. En fait, on sait qu'il y a de la reconnexion magnétique. Mmh. Pourquoi? Parce que, hem, déjà, on va voir des structures magnétiques qui vont apparaître qui n'existaient pas avant. On va avoir beaucoup de radiation, donc beaucoup de enfin comment dire? Du chauffage. C'est-à-dire que les températures vont commencer à augmenter dans des endroits très localisés, et on va aussi avoir des particules énergétiques. Mmh. Et donc ça, ce sont des conséquences une libération très soudaine d'énergie. Ouais. Et la seule énergie qui est stockée, qui peut être stockée comme ça, c'est l'énergie magnétique. OK. Et le mécanisme de libération, on pense que c'est cette reconnexion magnétique. Maintenant, cet entortillement, qu'est-ce qu'il va faire? Et ça, c'est, ce que je dirais, on va dire, il y a plusieurs théories. D'autres personnes, mmh, mmh, vont proposer d'autres choses on va dire, à l'origine de l'éruption, à l'origine de la reconnexion magnétique. Nous, ce qu'on pense, moi et mes collaborateurs, c'est que ces structures-là, en devenant instables, donc ces structures qui sont entortillées, elles deviennent complètement instables, et en fait, elles vont vouloir grossir. Elles sont tellement confinées avec leur énergie qu'en fait, elles vont vouloir grossir OK. pour, étendre un peu, enfin pour relaxer dans une configuration où, elles sont beaucoup plus grosses, et du fait leur densité d'énergie va diminuer. OK. Sauf qu'en fait, ces structures-là, elles deviennent tellement grosses qu'en fait, elles vont s'étendre, s'expandre et devenir ces grandes tempêtes solaires. OK. Et en faisant ça, en fait, elles vont rencontrer le champ magnétique alentour. OK. Et c'est en poussant dans ce champ magnétique alentour qu'elles vont forcer, tout autour d'elles de la reconnexion magnétique. OK. OK. C'est OK, c'est plus d'accord. facile à montrer avec une Avec un visuel ouais, qu'en podcast. exactement. J'ai beaucoup de mouvements de bras Ouais, dessus. beaucoup de mouvements. Ah ouais, c'est OK, ça me va. Donc ça, c'est une explication, il y en a d'autres, c'est ça? Alors, il y a, certaines personnes qui pensent que, il va y avoir de la reconnexion magnétique d'abord, D'accord. qui va engendrer ce déclenchement d'expansion de la structure. OK. Mais, alors
Mais ils ont La tort. alors ils ont pas forcément tort, mais disons que, heu, alors ce qui peut se passer, c'est que, en fait, le champ magnétique est tellement peu statique que ce qui peut se passer, c'est que, aux alentours de cette structure à l'origine qui va créer cette étoile solaire, on va avoir plein de structures qui vont émerger. Et en fait, en émergeant, elles vont forcer ce champ magnétique environnant à se reconnecter et Ouais, cette reconnexion va permettre de soit pousser, soit, en quelque sorte ouvrir une route ouais, pour l'expansion de la structure qui est, pratiquement instable. En fait, OK, ça pousse à l'expansion de la structure. OK. Du coup, ça alors, est-ce que ça revient dire que, du coup, il y a de au moment de la reconnexion, du coup, il y a de nouvelles lignes de champ, certaines qui Exactement, sortent ouais. et Alors, suivent ces en lignes? fait, ces lignes de champ, c'est comme donc ces lignes de champ, c'est pas qu'elles apparaissent de nulle part, c'était d'autres lignes de champ qui se sont reconnectées entre elles. Ouais, Donc elles ont créé une nouvelle configuration. OK. Donc ce qu'on appelle un changement de connectivité du champ magnétique. Et là, encore une fois, peut-être que ça te plaira, mais on part aussi dans les mathématiques, parce qu'il y a des considérations de topologie. Ouais, Donc on va regarder la topologie du champ magnétique. ouais. Et Ouais, ça ça va me plaît. être des équations mathématiques, Après, bien ardues. la topologie, en audio, c'est toujours plus compliqué Ouais. encore. Ouais, hem, OK. Donc on peut peut-être en revenir un peu au tokamak. C'est quoi le rapport avec les tokamaks, Ah, il y en a, c'est il y en a pas? Ah bah, tu as pas Non, envie de parler de tokamak? alors le rapport avec les tokamaks, alors il y a, ça c'est marrant parce qu'en fait, la semaine prochaine en plus je vais à une conférence sur, la fusion. Ah, la fusion. Donc je vais voir aussi, des parce que je me suis fait aussi des amis, dans la communauté de la fusion nucléaire et c'est assez marrant parce que ça fait longtemps que je suis pas allée dans une conf de fusion et là je vais y retourner, ça va être sympa. Hem, je sens que je ne vais rien comprendre. Mais alors, le lien c'est que, donc ce que je te disais tout à l'heure, quand on commence à parler vraiment de formulation mathématique, on commence vraiment à essayer de comprendre la physique, fondamentale de ce qui se passe. En fait, quand je parle de physique fondamentale, c'est-à-dire fondamentale à d'autres événements d'autres phénomènes. Et dans les tokamaks, on a aussi des instabilités. Alors par exemple, moi, ce sur quoi j'ai travaillé, c'est, des instabilités ce qu'on appelle de courant électrique. Mais en fait, quand on génère ce plasma à l'intérieur des tokamaks, on génère, des endroits où on a, du courant électrique, à fond Ouais, et ce courant électrique, en fait, dans un plasma, il peut être très, très instable. Et en fait, il va pas rester, tout lisse, enfin, ça va pas rester juste une sorte de nappe de courant, mais cette nappe de courant, elle va, changer de morphologie parce que tu vas avoir de la reconnexion de ces lignes de champ magnétique. OK. Et ça va former, dans les nappes de courant, ça va former des sortes d'îlots magnétiques. En fait, c'est comme si, au lieu d'avoir un champ magnétique tout droit, le champ magnétique commence à s'entortiller et former des îlots. OK. Et et en libérant de l'énergie. Et alors ce qui est intéressant, c'est que le phénomène de la reconnexion magnétique, c'est, quelque chose qui, comme ça va libérer de l'énergie et ça va changer le champ magnétique, ça va freiner le développement d'un plasma dans lequel tu peux avoir de la fusion nucléaire. Donc en fait, on veut éviter ce genre de choses. Ouais, Donc le travail de ma thèse, c'était de comprendre comment se déclenche la reconnexion magnétique. Mais c'est encore plus fun que ça, parce que pendant ma thèse, en fait, je n'ai pas travaillé que sur une couche de courant, mais sur 2 couches de courant. Alors pourquoi 2? Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que ces 2 couches de courant pouvaient devenir complètement instables, mais en fait, le développement de ces îlots, à l'intérieur de ces couches, freinait le développement d'îlots dans l'autre couche. Donc en fait, OK. même si ça devient instable, parce que tu en as 2, ça peut se freiner. Sauf dans certains cas où au contraire, tout est bousillé et tu as une libération énorme d'énergie. OK, attends, ouais. Donc dans le tokamak, donc quand tu parles de lignes de courant, c'est les trucs qui font le tour du tokamak ou Ouais, c'est? alors, quelque sorte. En fait, ton plasma, il tourne dans ton tokamak Ouais, et tu vas avoir, des endroits alors, notamment si tu coupes, ta section transverse, en fait, tu vas avoir des couches de courant OK, électrique qui sont formées à cause du plasma dans ce tokamak OK, et dans ces couches de courant, en fait, tu vas former des nouvelles configurations de champs magnétiques qui sont fermés, qui ressemblent en fait à des îlots. OK. Et alors ces îlots, en fait, ils sont en 3 dimensions.
Donc il tourne tout autour du tokamak. Euh, Déjà, ça, d'avoir des îlots, c'est pas très bon pour le confinement du plasma. Donc pour Ok. permettre le plasma d'avoir de la fusion nucléaire. Ok. Déjà. Ouais. Mais en plus, quand tu en as deux, soit tu parviens à limiter la formation de ces îlots, soit si tu n'arrives pas bien à contrôler, alors tu détruis complètement ton plasma. Tu libères énormément d'énergie et en fait ton plasma, Ouais. il arrête d'exister, quoi. Donc, Ok. tu es obligé de refaire l'expérience de zéro. Ok. Mais si on arrive à bien contrôler, alors ça veut dire qu'on pourrait avoir des couches de courant, on est forcé d'avoir, mais on pourrait peut-être contrôler ces couches de courant de manière à limiter la formation de ces îlots magnétiques et peut-être à augmenter le confinement du plasma pour pouvoir permettre de la fusion nucléaire. Ok. Alors, je suis pas sûr d'avoir tout compris, mais Ouais, c'est un du peu coup, comment est-ce que tu contrôles, enfin, on peut contrôler ces champs de courant? Ouais, alors, là, ça devient très expérimental. Moi, c'est sur quoi j'ai travaillé, c'est, sur des simulations numériques qui me permettaient de voir quand est-ce qu'on a ces instabilités, heu et est-ce que ces instabilités vont conduire à une libération explosive d'énergie ou pas? Ouais. Et en fait, donc à une destruction de ta configuration. Et donc c'est vraiment une étude, plein de simulations numériques à essayer de comprendre dans quel cas, en fait, on contrôle ou dans quel cas on ne contrôle pas. Ouais. Maintenant, expérimentalement, je saurais pas te dire, vraiment en détail, mais dans la quand tu commences avec ton plasma, tu peux injecter, des ions. Ok. Tu peux injecter aussi du courant. Donc ça, tu t'accélères, en fait, petit à petit ton plasma et un peu comme, alors c'est complètement différent, mais par exemple le LHC au CERN, c'est, aussi un Ok. THOR dans lequel tu injectes des particules. Ouais. Bah, là, c'est la même chose, sauf qu'au lieu d'injecter, juste une particule, et un boson de Higgs, là, tu injectes, du plasma, du courant, et cetera, ou tu augmentes ton courant. Je suis pas Hem, sûr qu'ils injectaient des bosons de Higgs, non, ils les je pense cherchaient pas, plutôt oui, même, hein. oui, ouais, c'était un lapsus. Hem, donc voilà, donc c'est comme ça que tu peux contrôler, mais alors moi, à mon époque, c'était une configuration, donc cette configuration avec ces 2 couches de courant, qui était plus intéressante. Heu, alors je sais pas jusqu'où je vais, mais pour confiner ton plasma, en fait, ce dont on s'est rendu compte, c'est que, heu, en fait, au début de la fusion nucléaire dans les tokamaks, on s'est rendu compte que, un plasma, c'était très turbulent Ouais. et que, cette turbulence, malheureusement, freinait la possibilité d'avoir un confinement qui permettait la fusion Ouais, ouais. nucléaire. Jusqu'à ce qu'on se rende compte qu'en fait, la turbulence s'auto-organisait Ouais. et ça, je trouve que c'est magique. En fait, je sais pas si peut-être que maintenant ils ont compris, mais moi, à l'époque où j'étais encore en thèse, c'était des grosses questions sur, comment, s'auto-organise la turbulence dans un plasma dans les tokamaks et en s'auto-organisant, en fait, la turbulence arrive à créer des sortes de barrières, Ok. ce qu'on appelle des barrières de transport et en fait, ça coupe le plasma qui veut s'échapper vers l'extérieur et le confiner à l'intérieur du tokamak. Ok. Et ça permet de commencer à vraiment bien confiner le plasma pour permettre la fusion nucléaire. Ok. Attends, dis-moi si j'essaie de reformuler, dis-moi si c'est n'importe quoi ce que je viens de dire. Mais donc du coup, avant, on se disait: «Bon, bah, un plasma, on pourrait peut-être le contrôler» et puis Ouais, après on s'est rendu compte que c'était turbulent, on s'est dit: «Ah, c'est complètement mort» ouais, et après on s'est rendu compte que en fait, les turbulences, sont pas non plus, n'importe quoi, ouais. qu'elles ont une certaine forme et qu'on peut peut-être la maîtriser, c'est ça? Ouais, alors c'est pas avec la turbulence d'une certaine forme, c'est que, alors je sais plus, quel est l'historique, mais ils ont fait plein d'expériences, de confinement du plasma dans les tokamaks. Donc ils se sont rendus compte qu'il y avait cette turbulence qui freinait le confinement, mais dans certains cas, je sais plus si c'est, une injection, je veux pas dire si c'est, une injection de courant ou je sais pas quoi, qui, permettait à la turbulence de s'auto-organiser. Ouais, OK. Donc en injectant un certain courant, on Ouais, crée, ou du plasma, enfin je me rappelle plus ouais, exactement quelle est l'expérience qui me en permettait ouais, de en faisant quelque chose, exactement, les d'organiser. turbulences étaient à peu près contrôlables et ça Alors en fait, plutôt je sais pas si c'est vraiment contrôlable, mais la turbulence s'auto-organise. ouais. C'est un peu comme, comment je pourrais, ah!
Euh, ok, alors, je ne sais pas si c'est une bonne analogie, Oula. euh, mais par exemple, quand on voit l'œil de Jupiter, Ouais, on a ces sortes de bandes dans l'atmosphère de Jupiter. ouais, Et généralement, quand on parle de turbulence, comme par exemple les écoulements dans les rivières, en fait, on voit des choses, des structures qui vont former de plus en plus de petites structures et se dissiper à une certaine très petite échelle. ouais, Donc, généralement, quand on parle de turbulence, c'est la formation d'un écoulement qui va rencontrer un obstacle et qui va former des petits flots à côté, puis des petits flots à côté, etc. ok, Dans le cas de la tâche de l'œil dans l'atmosphère de Jupiter, généralement l'atmosphère va créer certaines turbulences, mais elle va peut-être s'auto-organiser pour créer ce genre de grandes structures comme l'œil de Jupiter. ok, Euh, ok, ouais. ok. Donc c'est dans ce sens-là où la turbulence peut s'auto-organiser et créer de grandes structures. Donc elle s'auto-organise, au lieu de Ouais, créer de plus en plus de petites structures, en fait elle va créer à l'inverse des grandes structures. Et ces grandes structures peuvent permettre dans le cas des plasmas, de mieux confiner ce plasma. ok, En fait, de créer une sorte de barrière où le plasma ne peut plus passer à travers ces barrières. ok, 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 ouais, je vois à peu près. Ouais. Ouais. Et du coup, ça, c'est le grand défi pour la fusion nucléaire. Si on arrive à confiner le plasma, c'est bon Ouais. Mais c'est un gros problème. Il suffit de le résoudre, hein. Qu'est-ce que tu fais Oui, alors je pense qu'il y a. Je pense qu'il y a la question de. Enfin, tu me parlais de contrôler, et je pense que c'est le principal problème, c'est comment est-ce que tu contrôles ce. En fait, avec cette. Mmh, comment dire? Avec cette, auto-organisation de la turbulence et de pouvoir, confiner le plasma, en fait, ce qui se passe, c'est que encore une fois, tu atteins des niveaux de stabilité critiques Mmh. ou, enfin, des niveaux où tu peux devenir complètement instable. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces barrières de transport, de temps à autre, elles vont s'effondrer et puis Ouais, recommencer à se former puis s'effondrer. Et en fait, à chaque fois que ça s'effondre, encore une fois, ça libère énormément d'énergie et tu perds ton confinement. ouais, Donc, c'est un peu comme, ce que je te disais, ta dune de sable ou peut-être, une sorte de, je sais pas, peut-être dans les séismes, tu vois? Le fait ouais, que tu aies des plaques tectoniques qui se rentrent, l'une dans l'autre, et dans certains cas, c'est tout doux, et puis à un moment donné où ça va créer un séisme. ouais, Donc comment est-ce que tu prévois et ouais, comment est-ce que tu contrôles, ouais, l'arrivée d'une instabilité et le déclenchement de cette instabilité? ouais, ouais, Et ok. ce qui est assez marrant, c'est que ces mêmes questions, même si ça va être enfin, comment dire? Sur des phénomènes physiques différents, en fait, se ressemblent parce que dans les éruptions solaires, c'est un peu le jeu. C'est de Ouais, comprendre comment est-ce une structure magnétique tout entortillée dans l'atmosphère du Soleil va devenir instable, comment la prédire? Et une fois que c'est instable, comment est-ce qu'elle va libérer son énergie? ouais, ouais. Ok. Sinon, j'ai vu pas mal de publications passer en début d'année, enfin en 2019, là, Ouais. sur l'utilisation du deep learning pour notamment le confinement du plasma. Ouais. Est-ce que tu as jeté un œil? Enfin, est-ce que ça Attends, te dit sur un les truc? confinements du plasma? Ouais. Dans les tokamaks? Ouais, je crois que c'était ça, Ah ouais. OK. Ah ça, j'ai pas vu. Ok. D'accord. Ok, bah, du coup, t'as pas eu. Et sinon, est-ce qu'on peut Donc appliquer on passe ce à genre la de truc à... Oui, alors en fait, oui, à la physique solaire, tu la veux physique dire? solaire, Oui, oui. ouais. Oui, alors on peut. Question suivante. Non, en fait, tu me poses la question parce qu'effectivement, cet été, j'ai participé à un programme, sur le deep learning et la physique solaire. En Ouais, fait, pas que sur la physique solaire, mais sur des grands problèmes de l'astrophysique. Enfin, pas forcément des enfin, c'est un grand mot de dire ça, mais des problèmes choisis pour lesquels le deep learning se prêtait très bien. Et c'est assez fascinant parce que je vais d'abord parler de plein d'équipes différentes parce que, je trouvais que c'était vraiment intéressant. Il y a déjà des domaines dans l'astrophysique qui s'y prêtent très bien. Par exemple, tout ce qui est la cosmologie, dans l'astrophysique, par exemple le milieu interstellaire et tout ça, les grandes structures de l'univers. On a tellement de données. Pourquoi? Parce que,
quand on a Hubble ou quand on a des grands observatoires qui vont regarder un point du ciel, ils vont pas regarder juste une étoile, mais ils vont regarder plein d'objets astrophysiques. Ouais. Et donc, tu peux faire du deep learning, par exemple, de la reconnaissance d'objets, par exemple, différencier des galaxies avec des étoiles, peut-être des classifications d'étoiles, et puis aussi, tu as plein de simulations aussi en cosmologie qui se prêtent très bien au deep learning. Je dirais que dans mon domaine, ça a été la réflexion s'est faite, il y a quelques années, mais peut-être pas aussitôt que dans d'autres domaines, parce qu'on n'avait pas forcément autant de données. Mm. Maintenant, tout à l'heure, j'ai parlé de la mission de la NASA Solar Dynamics Observatory, qui nous donne des images en 4K, Mm. donc à 1096 par 1096 pixels. Donc on a 10 instruments de ce qu'on appelle de la télédétection. Donc en fait, c'est des images. Et en plus, on les a à peu près chaque 12 secondes. Depuis 2010. Ouais. Donc c'est Ouais, je sais pas comment, des pétabytes Je de ne vais pas données. faire le calcul là, mais ouais, pétaoctets, ouais. Des pétaoctets de données. Et en fait, on se rend compte. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a d'autres choses, comme par exemple, même la spectroscopie, où on va regarder les spectres de la lumière, où certaines personnes appliquent le deep learning pour essayer de, de fitter ou de reconnaître des classes de spectres, Mm. donc vraiment des graphes et voir si on a des classifications. Et là récemment aussi, donc j'ai un étudiant en thèse qui a appliqué, alors c'est pas du deep learning, mais c'est du machine learning, Ouais, ça va. sur par exemple les profils de champs magnétiques que l'on observe dans les structures de vent solaire. Ouais. Et donc ça s'y prête très très bien. Et ce sur quoi on a travaillé cet été, c'était sur les données de la mission Solar Dynamics Observatory et d'utiliser du deep learning pour essayer de répondre à des problèmes, comme par exemple, est-ce que si... donc on a 10 filtres, on a 10 on va dire, longueurs d'onde qui nous permettent de voir le Soleil dans différentes longueurs d'onde. Est-ce que si on n'a plus une longueur d'onde, donc admettons que par exemple demain, un des détecteurs de SDO lâche complètement, est-ce qu'on pourrait utiliser toute la mine d'informations qu'on avait jusqu'à présent pour retrouver une relation entre différents détecteurs Mm. et recréer artificiellement ce détecteur-là? Ouais. Ok, cool. Ouais, Voilà. chouette. Autre Parce que- chose, et moi ça m'a vraiment fait, moi je me suis vraiment intéressée à ça parce que, je suis dans un laboratoire qui fait de l'astrophysique spatiale. Donc ça veut dire qu'on développe de l'instrumentation qui va aller dans l'espace. Et un gros problème que l'on a à l'heure actuelle, donc je suis impliquée dans la mission Solar Orbiter, qui est une mission de l'Agence spatiale européenne, qui va partir normalement dans 4 mois, pratiquement jour pour jour. Enfin, on croise les doigts. Parce que tant qu'elle n'est pas partie, on ne sait pas. Et le problème de cette mission, c'est que, enfin, la très bonne chose pour la mission, c'est qu'elle transporte à son bord 10 instruments de nature complètement différente. Et ces 10 instruments vont collecter beaucoup de données, et notamment des données proches du Soleil. Ok. Mais quand on va commencer à faire de l'image, quand la sonde va passer, par exemple, loin de la Terre ou derrière le Soleil pour nous, elle n'aura pas les moyens de transmettre ces informations à nous. Donc elle va devoir stocker à bord ces informations. Ouais. À un moment donné, on ne peut pas avoir plein d'informations. Et donc on a un problème qu'on appelle un problème de télémétrie, parce que non seulement à bord, tu peux pas transporter tu peux pas transporter l'équivalent d'un Google Cloud. Et puis aussi, sur Terre, on est obligé de se partager des antennes qui permettent de recevoir les données des missions spatiales. Ouais. Et ces antennes-là, en fait, elles sont partagées d'une mission à une autre. Par Ouais. exemple, Curiosity sur Mars envoie des paquets de données. Il faut que des antennes soient à l'écoute. Donc on n'a pas non plus une infinité de ressources. Ok. Et donc ce que l'on aimerait faire, et ça c'est, je sais pas si notre groupe va pouvoir le faire ou d'autres personnes, c'est d'essayer, donc avec le deep learning, ce qui est vraiment intéressant, c'est que tu peux prendre de l'information nécessaire et évacuer toute l'information qui Ouais. n'est pas nécessaire. Ce qu'on appelle ouais. de l'embedding en français, je sais pas. Embedding. Ouais. Donc tu parles de
Alors c'est même pas trier, c'est juste faire un résumé, Ouais, c'est ça exactement, des ouais, données. Bah, une représentation vectorielle, ouais. je sais pas trop comment Encore des avoir un vecteurs. nom, j'ai pas de nom, plus sexy quoi, Tu as une représentation vectorielle, donc vraiment, en fait, alléger si possible. En fait, au lieu d'avoir, heu, bah, j'ai un livre devant moi et j'ai, plein de bleu, bah, au lieu de dire, j'ai du bleu, cyan et Ouais, du bleu ouais, foncé, ben, je dis, j'ai du bleu 1 et du bleu 2 par exemple et donc ça me j'ai moins de lettres. ouais, Bah, là, de la même manière, est-ce qu'on ne peut pas réduire toute l'information dans une sorte de représentation vectorielle? Et moi, ça m'a vraiment intéressée parce que ça nous pose des questions sur, dans le futur, est-ce qu'on ne pourrait pas avoir à bord, du deep learning, ouais. donc des algorithmes de deep learning qui nous permettraient en fait de soit de trier, soit de faire des représentations vectorielles de ce qui nous intéresse nous en tant que scientifiques et en fait d'alléger tous ces problèmes de télémétrie. Ouais. Ah, c'est intéressant ça, c'est un des trucs, je me fais je ouais, enfin, c'est pas grand-chose à voir avec le spatial, je reviens dans mon monde de YouTube. Parce qu'il y a pas mal de critiques de YouTube, sur le fait que enfin, ça consomme énormément d'énergie, quoi. Mmh mh. Et en fait, un des trucs qui consomme énormément d'énergie, c'est l'envoi de paquets de données, Mmh à mh. travers internet. Et il y a enfin, le même problème, quoi, c'est enfin, finalement, la compression qu'on a aujourd'hui elle est quand même pas mal optimisée, mais bon, elle est encore largement améliorable. Mmh. Et peut-être qu'avec des techniques comme ça, comme deep learning, avec bon, enfin, vous avez sans doute vu maintenant pas mal de trucs de génération d'images avec tout Mmh. ça, et ça marche vraiment, vraiment bien. Ouais. Donc peut-être qu'on peut aussi réduire la consommation d'énergie Mmh. globalement Ouais. avec ce genre de technique. Mmh. Ouais, moi Ouais, chouette. j'étais, peut-être à ton grande dame, j'étais, très sceptique. Hem, j'étais très sceptique parce que, bah, déjà parce que je comprenais pas forcément et je me rendais pas compte de l'intérêt, en fait, sur d'autres problèmes où pour moi, il y a encore des choses à faire à la main, en fait. Ouais, Hem et finalement, je me suis rendu compte que c'est très intéressant et puis pour moi, ça a vraiment ouvert aussi, un questionnement sur, bah, comment ça marche le deep learning et tout un pan de recherche sur, l'optimisation d'algorithmes de deep learning, ouais. hem et je trouve que c'est fascinant. Enfin, c'est Ouais, c'est des belles maths aussi, hein. ouais, 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 C'est pas ouais. des équations de magnéto-hydrodynamique, Ouais. mais non, mais sinon vraiment, ouais. Ah bah, moi en 2011-2012, Mmh. c'est là que enfin, il commençait à avoir quelques gens qui parlaient de deep learning, des réseaux Mmh. de neurones. Je me souviens très bien avoir, été ultra curieux, et j'ai lu les trucs et je me suis dit: «Mais c'est nul!» Et j'ai ignoré ça et puis, bah, après, 2015-2016, on pouvait plus ignorer en maths appliquées, du coup, Ouais. Ouais. obligé de s'y mettre. Et puis, en fait, petit à petit, vraiment, il y a des trucs assez spectaculaires, Mmh. qui Non et sortent. puis, ouais, en physique, on commence à avoir tellement de données. Mmh. Moi, par exemple, je crois que c'est, donc cet été, certaines des personnes, qui travaillent dans le deep learning, vraiment du côté deep learning, travaillent en fait en partenariat avec les gens du CERN. Ouais. Parce que, ils ont tellement de Ah bah, le CERN, c'est une machine à donner, hein, ouais, c'est ouais, ouais et c'est vrai que pour ce genre de problème, là, on va avoir un nouvel observatoire qui est en train de d'être fini, à Hawaï, donc un des gros observatoires en physique solaire. Je me rappelle plus le nombre de données, mais ça va être incroyable et ouais. c'est Ah, c'est dans les pétas, hexa, mmh. parfois plus même, mais C'est, ça fait beaucoup, beaucoup, ouais. beaucoup de données, Ouais, Je bah, vois que tu regardes ta liste de tu encore combien de ouais, en fait, j'ai pas du tout suivi les questions, que d'accord. j'ai préparées, donc non, de toute façon, on va falloir conclure bientôt, malheureusement. Du coup, est-ce que tu veux parler un peu enfin, des autres projets que tu as hors recherche, En peut-être des recherche. trucs plus Julia, Ouais, 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 alors, je fais pas mal de communication scientifique et j'ai commencé la communication scientifique, il y a déjà quelques années. Pareil, pour un concours de circonstances, je connaissais même pas vraiment le mot et puis, en plus en fusion, j'avais pas vraiment eu l'occasion vu que j'étais au Japon à l'époque, enfin j'avais pas vraiment eu ouais. d'occasion de faire de la communication scientifique. L'astro, beh, ça part déjà d'une passion, le fait de Mmh. vouloir partager ma passion et j'ai commencé, des projets il y a quelques années en utilisant des technologies nouvelles.
notamment la technologie de la réalité virtuelle et de la réalité augmentée. Ouais. Et c'est sans doute de ça dont tu veux que je parle. Et donc j'ai développé un premier projet qui était sur les tempêtes solaires, puisque enfin, c'est mon sujet de recherche. Et j'ai eu la chance de rencontrer par hasard, vraiment par hasard, hein, c'était dans un bed and breakfast au Royaume-Uni au matin. Je visitais un groupe pour un séminaire et je parle à cette personne qui me dit je travaille dans le cinéma et puis je lui raconte ce qu'il fait. Il me fait ah, moi j'ai un court métrage que j'aimerais faire en science-fiction. Donc on a commencé à parler et puis on s'est dit il faudrait vraiment qu'on collabore sur un projet de communication scientifique. Et on s'est dit ah, ça serait vraiment chouette de faire un truc en VR. Ouais. Bah, c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les Oculus. Enfin, en fait, il y avait déjà le DK2, qui est le Developer Kit. Donc, en fait, il n'y avait pas encore les manettes. C'était encore du développeur. Il n'y avait pas les versions commercialisées des Alors, casques. je pense que je suis pas le seul, mais je connais vraiment pas le monde de la VR, donc Ah bon? il va falloir que tu expliques un peu plus En fait, tous ces la acronymes. réalité virtuelle, ça marche comment? C'est un casque que tu mets sur tes yeux et tu es plongé dans un monde virtuel. Ouais. Donc, tu vois rien du monde extérieur et tout ce que tu vois autour de toi, en 360, tu peux bouger, tu peux regarder autour de toi. C'est un monde qui est complètement virtuel. Et donc, on s'est dit, on aimerait faire une vidéo comme si c'était dans un planétarium, mais accessible à tout le monde. Donc, n'importe qui peut, peut voir cette vidéo chez elle ou chez lui. Et au lieu parce que les planétariums ne sont pas forcément accessibles à tout le monde, on n'a pas forcément Même pas à l'idée nous, de. quoi. Même pas à nous ce soir, déçu. C'est pas grave, je mettrai mon casque de VR ce soir pour compenser. Donc c'était un peu l'idée d'avoir cette vidéo. Et donc au tout début, en fait, on n'avait pas encore la technologie qui nous permettait de faire des essais avec les manettes, donc vraiment de faire de l'interactif en réalité virtuelle. Donc on est parti sur un projet de vidéo et je me rappelle parce qu'en fait j'avais soumis un proposal pour avoir de l'argent que j'ai eu, je ne sais pas comment. Et le moment où je l'ai eu, je me suis dit, ben mince, il va falloir qu'on fasse quelque chose. Le faire maintenant. Alors qu'on n'avait jamais fait de VR, enfin, moi j'avais jamais fait de cinéma. Et moi j'ai trouvé ça génial. Bon, à part qu'on était sur lui me trouvait trop scientifique, moi je lui trouvais trop artistique. Mais on s'est super bien entendu et j'ai vraiment adoré de travailler main dans la main avec quelqu'un qui est pas du tout de mon domaine et ça m'a vraiment ouvert les yeux. Et il y a aussi tout le côté un peu storytelling. Donc Ouais. comment est-ce que tu essaies de captiver l'imaginaire de la personne, de ton auditoire. Ouais. Et donc suite à quoi, quand je suis rentrée en France avec mon poste, j'ai voulu continuer et donc j'ai fait de la réalité augmentée cette fois-ci Ouais. avec une application qui te permet de voir. Donc la réalité augmentée, ben, c'est pas un casque, ça peut être fait sur smartphone ou sur tablette et c'est un peu comme Pokémon Go où en gros avec ta caméra tu vois le monde comme tu vois avec tes yeux, sauf que en plus de ça tu vas avoir des objets animés qui vont se mettre en face de toi, mais dans ta caméra. Et tu peux interagir avec eux, etc. Et donc ça, donc le premier, c'était Solar Storm VR. Le deuxième, ça s'appelle Solar Experience pour art augmented reality. Et là, depuis quelques mois, j'ai la chance d'être soutenue par le CNES parce que on envoie cette sonde Solar Orbiter. Ouais. Et là, je développe en ce moment un nouveau projet de réalité virtuelle. Ouais. Mais cette fois-ci, c'est pas juste une vidéo, mais c'est en interactif. Donc tu peux jouer un peu avec la sonde. Ouais. Tu peux cliquer dessus et la faire tourner dans tous les sens. Et donc c'est sur la mission Solar Orbiter. Ok, Ouais. ok. Chouette. Ouais. Et du ouais. coup, ça, c'en est où Alors on a déjà fini ce qu'on appelle le proof of concept. Ouais. Donc en quelque sorte je sais pas comment ça s'appelle. On lui dit ça dans le monde des startups. Ouais, ça le passera. POC. Le POC. Je ne savais pas ce que c'était avant. Le prototype Ouais. que j'ai présenté à certaines personnes de la mission. Je le représente la semaine prochaine parce qu'on a une autre réunion Solar Orbiter. Et là, en ce moment même, je travaille sur le développement plus long. Donc le prototype, c'est vraiment, tu vois les orbites du satellite, tu vois le satellite en grandeur nature et tu peux t'amuser à tourner autour. Dans le développement plus long, j'aimerais parler beaucoup plus des intérêts scientifiques de la mission, présenter un peu plus ce que font tous les instruments. Ok.
Et du coup, ça, c'est genre, tu vas l'exposer dans des festivals, ça Ouais, alors, c'est- bah, en fait, c'est aussi limité par le temps que j'ai. ouais, Le premier projet là, je me rappelle, j'avais fait, alors à l'époque, j'étais encore au Royaume-Uni et puis quand j'étais rentrée en France, je faisais encore des allers-retours, beaucoup au Royaume-Uni et je présentais ça dans des festivals de sciences. Mais ouais, c'était super crevant et c'est chouette, hein, enfin, vraiment j'adore. Mais, c'est vrai qu'à combiner en plus avec, bah, les enseignements, la ouais. recherche, les étudiants, et la mission. C'est un peu plus difficile, mais donc là, on a présenté aux 80 ans du CNRS. Il y avait tout un week-end à Gif-sur-Yvette, au château enfin, où le CNRS a une de ses antennes. Là, demain, je fais la nuit blanche à Saint-Quentin-en-Yvelines, Ok. dans un site historique. La semaine prochaine, on est à la fête de la science, donc cette fois-ci sur le campus de Paris Sud. Et dans un mois, à la Cité de l'Espace à Toulouse pour un Ouais. événement qu'organise le CNES. Ok, cool. Et peut-être l'année prochaine sur Paris. Chouette. Ouais, Chouette. Ouais. Du coup, est-ce qu'il y aura un projet pour essayer de mettre ça, enfin, à rendre ça plus disponibilité. disponible Ouais, alors pour les déjà, gens? la vidéo, elle est disponible. Il y a un site internet où, alors maintenant, comme en fait, on aimerait aussi savoir pour pouvoir justifier, pour dire que ça marche, on demande aux gens s'ils veulent vraiment la vidéo, enfin, c'est vraiment un point move, quoi. Euh, Ils peuvent directement s'adresser au site web et on leur envoie le, le fichier, Ouais. surtout s'ils ont un casque. Sinon, pour la vidéo, ça peut être vu sur YouTube 360. Ouais. Il y a la version française et la version originale. Et ça peut même s'essayer avec les Google Cardboard. Ok. Donc, Solar Experience. Alors, on devrait le mettre sur Google Store ou sur Apple Store, mais ça n'a pas encore été fait. Il faut que je trouve des développeurs qui veuillent Ouais. bien m'aider. Mais c'est ce que j'aimerais faire d'ici le lancement. Et pour Solar Beater, ça, je sais pas. Pour l'instant, on est encore en développement pour la version longue. Mais l'idée, c'est en tout cas de le distribuer à toutes les équipes partenaires de la mission. Ouais. Et peut-être à la NASA, puisqu'ils vont organiser un événement pour le lancement de la mission. Ok. Et après, est-ce que ça sera distribué? Je sais pas encore. Faut que je vois avec les gens qui mettent les sous. Ok, cool. Voilà. Est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? Je sais pas, qu'est-ce d'autres choses, De quoi on n'a pas parlé encore? de quoi on va parler? Je sais pas, j'ai parlé de plein de choses. Hem, Tu encore une liste de questions peut-être? Euh, bah, je pense qu'on peut conclure doucement. Ouais. Bah, s'il y a un message que tu aimerais que les gens, que les auditeurs retiennent de ce podcast, quel serait-il? Oh là là. Hem, un message. Les, Hem, les équations de la c'est quoi les équations de magnéto-hydrodynamique, la elles sont électrodynamique? merveilleuses. Non, bah, en fait, ouais, tu me dis, est-ce qu'il y a plein de choses dont on n'a pas parlé? Oui, il y a plein de choses, il y a plein de choses dont j'aime parler. On n'a pas parlé, par exemple, là, je suis vraiment restée au niveau de la physique solaire et la physique du milieu interplanétaire. Et je pense que quelque chose que j'aimerais que les personnes qui écoutent pensent, c'est que quelque part, notre Soleil est on va dire, l'astre céleste que l'on connaît le mieux, que l'on connaît dans la vie de tous les jours. Enfin, tous les jours, on dit, ah, il n'y a pas de soleil, ou, ou je sais pas, je vais à la mer parce qu'il y a du soleil. Enfin, je sais pas, ça fait partie de la vie de tous les jours. En fait, on a tendance à oublier qu'il y a tellement de choses que cet astre a encore à nous apprendre. Et là où, enfin, j'ai parlé tout à l'heure des exoplanètes et du manque en quelque sorte de contraintes, mais moi je trouve que c'est aussi totalement fascinant parce que la physique solaire nous permet de mieux appréhender les autres connaissances que l'on pourrait avoir en astrophysique. Ouais. Donc est-ce que des étoiles qui ressemblent au Soleil, mais comment dire, qui ont une dynamique différente, enfin, qui se comportent de manière différente. Est-ce que ça nous apprend sur le Soleil comme il était avant? Ou est-ce que ça nous apprend sur le Soleil comme il le sera plus tard? Ouais. Par exemple, le problème de ce qu'on appelle les super éruptions. Est-ce que les super éruptions que l'on observe sur d'autres étoiles euh, qui envoient des énergies considérables, est-ce que ça peut arriver sur notre Soleil ou pas? Le problème des exoplanètes, donc moi je m'intéresse à l'interaction, enfin
à tout ce qui se passe entre le Soleil et les planètes, mais aussi à ce qui se passe au niveau des planètes. Par exemple, l'arrivée des rayons cosmiques et l'influence avec le vent solaire. Est-ce que ça, c'est quelque chose que l'on peut transposer si on veut connaître la vie sur d'autres exoplanètes? Est-ce que le fait que, par exemple, une planète, une exoplanète tourne autour d'une étoile beaucoup plus active que le Soleil, est-ce que ça, c'est très mauvais parce que cette étoile enverrait plein de particules énergétiques et de ce fait, enfin, la vie serait difficile sur ces planètes. Donc ça pose en fait des questions sur plein de choses. Et puis on a parlé de la fusion. Donc on a vu un peu le parallèle parce qu'il y a la physique des plasmas, les instabilités. Donc en fait, même si on a l'impression que, et je pense que dans l'astrophysique de manière générale, en fait, on a l'impression de travailler un peu sur un petit truc. En fait, ça pose des questions qui peuvent se transposer ou qui peuvent s'ouvrir à plein d'autres champs de l'astrophysique et de la physique. Et ça, je trouve que c'est vraiment chouette. Après, d'autres choses dont on n'a pas parlé, mais on n'aura pas le temps, un autre podcast, c'est évidemment la place des femmes en sciences. Ça, c'est une grande chose. Et là, on a parlé aussi de la communication scientifique. Et je pense que je dirais que tout ce que j'apprends de mon parcours et de mes interactions, ça me fait penser que, en fait, on essaie le plus possible de pousser, alors que ce soit les filles ou alors des minorités ethniques qui sont peu représentées dans le monde de la science, on va dire à des jeunes âges. Donc, par exemple, des conférences dans des collèges, dans des lycées, ce genre de choses. Mais je pense que, et que ce soit dans la science ou dans d'autres domaines, dans la tech, en fait, je pense qu'il y a même un plus gros problème dans la tech que dans les sciences. Et là, récemment, il y a eu cette affaire assez horrible aux États-Unis avec Epstein, qui montre le problème des liens entre la tech, la finance et puis la science, parce que c'est avec le MIT Lab de l'université Tu peux MIT. expliquer un petit peu Epstein Alors, Epstein était un financier célèbre de Wall Street qui en fait, on a découvert donc, il y a déjà quelques années, qui s'est fait déjà traîner en justice pour des affaires de pédophilie. Et cette personne-là, en fait, jusqu'à très récemment, n'a pas du tout, enfin, a été poursuivie en justice, mais sans vraiment être mise en prison. Et a finalement été mise en prison et s'est suicidée il y a quelques semaines maintenant. Et en fait, cette affaire-là, on a découvert que Jeffrey Epstein avait aussi fait des transactions financières pour financer le MIT Lab, qui est un des grands laboratoires de recherche du MIT, donc un peu une sorte de, pas de, c'est pas une start-up je sais pas comment expliquer ça, ça fait partie du MIT, mais c'est vraiment du développement de recherche. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est des rapports puissants de force et qui incluent généralement des hommes blancs, donc des hommes et des hommes blancs dans des affaires très très sérieuses. Et on le voit dans qui est-ce qui était à la tête du MIT Lab, qui est-ce qui donne de l'argent, qui est-ce qui est politicien, qui est-ce qui est financier. Et c'est pour ça que je dis que ces problèmes de représentation, en fait, ça existe à des niveaux plus élevés dans les carrières et qui touchent plein de strates de l'économie et qui en fait sont très fortement jointes, en fait, sont très fortement entrelacées les unes avec les autres. C'est un peu compliqué ce que je dis, mais voilà, ça me fait vraiment réfléchir à tout ça, quoi. C'est pas juste quelque chose de très candide de dire ah oui, il faut plus de femmes ou de représentation de minorités ethniques dans la science. C'est vraiment dans plein de domaines, quoi. Il y a un problème structurel à grande échelle. Est-ce que tu peux finir, je sais pas, avec des recommandations peut-être de vidéos, de podcasts, de livres, de personnes à suivre, notamment autour du monde, peut-être de l'astro ou ailleurs Des recommandations. Bah, justement, là, comme je parle de... alors, un bouquin, en fait, j'ai parlé du problème du genre un tout petit peu, mais un livre que j'ai lu très récemment et que je recommande vraiment à tout le monde, et j'ai pas lu le même auteur a fait un deuxième livre, mais le premier livre, ça s'appelle Inferior.
je ne sais pas comment c'est traduit en français, peut-être inférieur, et qui est vraiment très fascinant et qui est sur le biais de genre dans plein de domaines de la recherche, que ce soit en biologie, en anthropologie, en sociologie, en psychologie. Et ce biais de genre, comment est-ce qu'il s'est perpétré au fur et à mesure des décennies, voire même des siècles. Et il y en a donc la même autrice qui s'appelle Angela Saini a fait un nouveau qui, je ne me rappelle plus du nom, mais qui est par contre sur les questions raciales. Et qui, je pense, doit être fascinant, même si je ne l'ai pas lu. Si c'est du même acabit que le premier, c'est vraiment chouette. Après, comme j'ai passé pas mal de temps, et encore si dans ma vie privée, je passe beaucoup de temps dans le monde anglophone, je dirais que j'écoute pas mal de podcasts, et il y en a un que, pareil, comment survivre dans le monde académique, dans le monde astrophysique en tant que femme, que j'aime beaucoup, c'est Doctor, donc DR, Doctors, avec un S, Sarah. Et donc, c'est deux filles en astrophysique qui parlent du problème de l'imposteur, qui parlent de qu'est-ce que c'est, comment gérer un peu sa carrière en astrophysique en tant que femme. Donc, je trouve que c'est vachement intéressant. Après, donc, en fait, en ce moment, j'écoute beaucoup de podcasts sur tout ce qui est ce genre de problème. En français, il y a un podcast à soi et Les couilles sur la table, qui sont deux podcasts qui essaient de déconstruire tous les problèmes de genre, et Kich Taras, qui est vraiment sur les questions raciales. Et ça, je le recommande à tout le monde. Et pareil, je pense que, surtout, je dirais, en tant que chercheur, chercheurs et chercheuses, on essaie vraiment de comprendre le monde autour de nous. Je pense qu'on peut vraiment pas complètement se décorréler son existence, sa présence dans une culture, dans une société, et son travail de chercheur. Je pense que c'est quelque chose qu'il faut faire. Après, des podcasts plus scientifiques, déjà, ton podcast. Et puis, je sais que tu as eu plein d'auteurs, plein de personnes qui font de l'astrophysique aussi. Donc, il y a ta chaîne, il y a aussi la chaîne de Sébastien qui était là. Et puis, le Sense of Wonder. Le Sense of Wonder, ouais, pardon pour les et puis, alors j'avoue que je regarde pas vraiment beaucoup de chaînes YouTube scientifiques. Mais par contre, Tant que tu regardes la mienne, ça suffit. Et encore. Je couperai le et encore. Et encore. Non, mais c'est vrai que je suis très peu. J'écoute plus de podcasts. Alors, il y en a un que j'adore. C'est en anglais, mais en anglais british, qui s'appelle The Infinite Monkey Cage, qui est avec Brian Cox et mince. Robin, je me rappelle plus. Je connais que Brian Cox. Donc l'autre, c'est un humoriste anglais avec un humour british que j'adore, et Brian Cox. Et j'adore, je trouve que c'est très fun, et puis en plus très intéressant aussi. J'écoute aussi BBC Inside Science pour tout ce qui est les nouveautés de la science de manière générale. Après, en français, j'aime beaucoup la méthode scientifique. Et voilà, j'ai un peu fait le tour des bouquins. Là, en ce moment, j'essaie de lire plus de fiction. Ouais, okay. Parce que je me rends compte que j'aime bien les choses factuelles. Et entre les podcasts, ce que je lis généralement et ma vie, j'aime bien. Je me dis que c'est peut-être bien aussi de lire des choses de fiction. De fiction, ouais. Parce que, alors c'est marrant parce qu'en ce moment j'ai ce débat avec pas mal de gens. Ouais. Et c'est très partagé. Vraiment. Pourquoi? Notamment, il y a pas mal de gens, enfin moi en particulier, mais d'autres, j'ai des amis aussi qui ont essayé de lire de la fiction récemment et qui n'y arrivent pas, qui trouvent ça moins intéressant que les trucs non-fiction. Ah non, non. Là, en plus, non. J'ai même un ami qui m'a dit qu'il lisait de la fiction pour dormir. Ah ouais? Ah, j'en ai lu un récemment, vraiment très bien. Non, et je trouve qu'il y a... Surtout si c'est de très bons auteurs. Je dénigre pas la fiction, c'est juste que... Ouais. Alors, toi alors. Quoi? Toi, tu
Tu lis de la fiction ou pas? Non, non, justement, je suis de ceux Ah, tu qui, es de ceux d'accord, en fait, quand il qui... y en a, en fait, c'est toi. Ah, y compris moi, Y mais il compris y en toi, a d'autres, d'accord. hein, on avait cette discussion où... euh, non, enfin, si, alors, je lis très très peu de fiction, enfin, je lis pas de fiction, enfin, Mmh. non, je lis pas de fiction, je pense que ça, c'est juste de le dire. Il y Du a... tout, Pardon. du tout. Du tout. Et même, je regarde très Même de peu de la science-fiction. fiction, enfin, surtout de la... Alors, c'est bizarre, mais surtout de la science-fiction. Voilà, alors, sauf Greg Egan, parce que, bon, Ouais, Monsieur Phi me force à regarder Greg Egan et à écouter Greg Egan. d'accord. Et c'est quand même vraiment cool. Mais, ou Black Mirror, quoi, en gros, c'est deux trucs de science-fiction que je suis. Mais sinon, Oh oui, Black Mirror, c'est, c'est en vidéo. Ouais. ouais. Mais je compte vidéo Ah d'accord, et OK. écriture. Dans tout ça, en fait, je suis très très peu et je suis de moins en moins fiction. Enfin, c'est-à-dire que c'est... Mais attends, mais dans les séries télé que tu regardes quoi? Alors, je regarde des séries comiques. Ça, c'est mon truc fiction, D'accord. mais c'est plus Genre The vraiment... Big Bang Theory, quoi. C'est ça. C'est vraiment des trucs genre juste pour me détendre. J'ai vraiment pas envie de réfléchir. D'accord, Mais en dehors des trucs comiques, ouais, pas de fiction. Ah si, enfin, j'ai vu un peu Game of Thrones, quoi. ouais, Mais sinon, c'est très 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 peu de fiction. Ouais. d'accord. Mmh. Je suis pas très fiction, mais Ah je ouais? pense que je suis vraiment assez extrême dans cette position. Bah, oui, après le fait de dire que c'est moins intéressant, non, je pense que, alors effectivement, moi récemment, c'était beaucoup plus porté hem, sur des faits, enfin alors, par exemple, sur la sociologie, et que je trouve super intéressant. Mais quand tu trouves un bon livre de fiction, là, ouais, je trouve que c'est, et puis tu peux te permettre, des, des trames, complètement loufoques, des mots aussi, des descriptions de scènes ou n'importe quoi qui vont au-delà de la réalité. Enfin, c'est vraiment ça, c'est qui vont au-delà de la réalité et qui te permettent d'utiliser des mots qui te font enfin, moi, ça me fait vibrer, quoi. Ok, d'accord. Ouais, et Non, ok, d'accord, très 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 bien. Excellent. Rien à rajouter? On conclut là? Merci beaucoup en tout bah, cas. merci. Et à bientôt probablement.